face à l'actu ce dimanche, 2 mai 2021, lendemain de la journée internationale du travail et veille de la journée internationale de la liberté de la presse. Quoi de mieux qu'un journaliste, employeur désormais, ancien employé, pour analyser les faits de la semaine, mais davantage commenter, puisque nouvel éditeur, commenter et mieux nous faire comprendre, je ne veux pas dire vendre, son livre. Un livre particulier pour une personne particulière. Martin Kamimim n'est certainement pas un journaliste comme les autres, parce que très jeune, il paye le prix de la poliomyélite. Et depuis lors, Martin se bat, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour s'imposer en tant qu'élève, étudiant et désormais professionnel. D'ailleurs, ceux qui le suivent disent qu'il est l'exception de sa génération, parce que Martin, à travers ses exploits, a quand même connu le très haut niveau du journalisme, le journalisme sportif, dont il est chroniqueur et désormais promoteur d'une radio, la radio Sport Info. L'invité de ce dimanche est donc quelqu'un d'assez exceptionnel parce qu'on le voit également sur les réseaux sociaux. Martin Kamimim n'hésite pas à commenter l'actualité, qu'elle soit politique, économique, sociale, sportive et bien d'autres. C'est donc avec un réel et grand plaisir qu'on le retrouve d'ailleurs sur cette antenne qu'il connaît très bien, parce que ancien employé de STV. Bonsoir, cher René. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à STV. Vous savez, chaque fois que je viens ici, c'est une émotion particulière. Je disais à quelqu'un ce matin que de toutes les activités ou tous les combats que j'ai toujours eu à mener, STV est l'une des rares télévisions qui m'a toujours ouvert les antennes pour m'exprimer, pour dire ce que je veux faire ou ce que j'envisage faire sans penser que peut-être en tant qu'ancien employé, il y aurait d'autres types de considérations. Donc je voudrais donc encore vous dire merci et dire à tout le monde que parfois lorsqu'on quitte des maisons, il faut les quitter en très bon terme pour qu'on y revienne avec beaucoup de joie, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais regarde mon émotion. J'avoue que j'hésite entre te tutoyer, non, mais il faut vous voyez. Mais bon, pour l'amitié et la politesse des téléspectateurs... Bon, on peut vous voir, mais moi, je préfère que tu me tutoies parce que j'estime qu'on partage d'autres choses. En dehors même du cadre professionnel, ça va jusque dans la famille, ça va plein d'autres choses. Et on a été, peut-être les gens ne le savent pas, la première expérience télévisuelle qui voulait se consacrer en sport ici au Cameroun. On a été au cœur de ce mouvement, de ce frémissement-là qui n'a pas pu aboutir. C'est dire qu'on partage beaucoup de choses depuis très longtemps. C'est toujours avec beaucoup d'émotion également que je te reçois, Martin. Et je voudrais le dire pour l'annoncer, certainement qu'Erin Gando va nous faire un appui sur le plan logistique. C'est Martin Kamimim, debout. Ouais. Debout pour dire le titre de ton œuvre, la première, la toute récente. L'histoire vraie d'un miraculé. Alors, on va certainement avoir les images tout à l'heure d'Erin Gando. Alors, Martin, je veux dire, il est juste qu'un journaliste de ton expérience, de ton vécu, avec tout ce que tu as comme potentiel, fasse un livre, c'est le rêve pour certains, mais celui-ci est particulier en cela qu'il raconte ton parcours, ton combat, ta vie. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On doit d'abord dire que ce n'est pas un livre autobiographique parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, mais Martin a écrit l'histoire de sa vie ». C'est l'histoire de ma vie parce que je défends une cause. La cause des personnes qui vivent avec le handicap et la difficulté que ces personnes-là ont dans la société à pouvoir se mouvoir. En réalité, le livre que j'écris est un livre qui raconte l'histoire d'un enfant qui a 1 an et demi, est frappé par la poliomyélite et qui doit se battre dans un environnement où rien n'est prévu pour lui, sentimentalement, professionnellement, même sur le plan familial, l'environnement direct, les railleries et même les considérations qui ne sont pas des considérations scientifiques. Parce que c'est facile pour moi de dire aujourd'hui que j'ai été frappé par la polio, mais ma grand-mère qui est décédée n'a jamais pensé que c'était la polio. Pour elle, c'était mystique, c'était des attaques que j'ai pu recevoir. Et donc, j'arrive à ressortir dans ce livre les considérations qu'il y a tout autour. Un enfant n'est pas vacciné, il a la polio, personne n'arrive à accepter, personne ne veut accepter que c'est la polio, sauf mon papa qui était infirmier. Mais
Donc, je viens en fin de compte pour vous dire, à vous tous, il faut que vous vous leviez parce qu'il y a un environnement que personne ne veut regarder. Il y a des gens qui souffrent et qui souffrent beaucoup à côté de vous. Levez-vous, aidez-les. Il y a des gens qui croient qu'ils sont abandonnés par la vie ou qui ont été maudits par la vie. Eh bien, je leur dis, levez-vous. Et parce que la stature ou la posture d'être debout est la chose la plus difficile, la chose la plus difficile que j'ai eue dans ma vie. Jusqu'à l'âge de 6 ans, je ne me mettais pas debout. Et donc, j'ai estimé que comme c'est ce qu'il y avait de plus compliqué, et que d'un coup, tout le monde a été surpris de me voir debout avec une canne, j'ai dit, ce livre va s'appeler Debout, parce que j'ai été debout, et parce que ça a été difficile pour que je me mette debout. Debout pour que ceux qui sont dans un environnement ou qui vivent d'autres expériences pensent qu'il y a des gens qui souffrent autour de debout, pour que ceux qui souffrent se disent qu'il faut se lever et que c'est pas facile déjà pour des personnes qui vivent sans handicap, à plus forte raison eux qui vivent avec le handicap, et qu'il faut se mettre debout pour trouver des stratégies de contournement. Alors, quelques grandes articulations d'abord, préface de Roland Koeman. Oui, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Parce que Roland Koeman est un coach en développement personnel, l'un des premiers que le Cameroun a connu. Et je voulais quelqu'un qui peut expliquer et comprendre ce que j'ai vécu. En plus, Roland Koeman est l'une des rares personnes qui m'a régulièrement invité dans ses conférences de leadership pour encadrer des jeunes, essayer de partager mon expérience. Je me suis dit qu'il était très bien placé pour parler de ça, expliquer, dire aux gens les ingrédients que j'ai pu utiliser sans que je ne le sache pour arriver là où je suis arrivé. Alors, au-delà, évidemment, la dédicace, citation, le jour où j'ai cru que c'était fini, curieuse naissance, ce sont les articulations les grands chapitres. La maladie qui a tout conditionné, la béquille familiale, les performances scolaires et académiques, les frustrations sentimentales et amicales. Le jour où je suis devenu journaliste, mes salles de rédaction, commentateur sur le toit de l'Afrique, la radio, mon boulot, Hublot. Alors, Martin, je veux dire, de cette expérience vécue, et depuis que vous avez commis ce livre, quel est le regard nouveau qui vous apparaît? Le regard nouveau, en réalité, moi, je suis soulagé. D'accord. Moi, je suis soulagé parce que je me disais que si je n'arrive pas, tout le monde voit Martin qui brille, Martin qui commente les matchs, Martin qui présente les émissions télé, Martin qui a une radio. C'est trop facile de penser que il y avait un chemin tracé pour moi. J'ai dû me battre contre beaucoup de choses et il fallait d'abord que je dise cela à tout le monde. En fait, ça c'est la première victoire que j'ai eue. Après maintenant, quel est le regard des autres? Le fait que j'assume de vivre avec un handicap change même la façon de voir qui sont autour de moi. J'ai un ami qui m'appelait hier de Paris qui me disait « Mais Martin, moi, je t'ai jamais regardé comme quelqu'un qui vit avec un handicap. J'ai toujours... » Et quand je lis ton livre, c'est là où je me rends compte que c'était difficile, c'était compliqué. Et je lui dis « Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que personne n'arrive... Quand on arrive à réaliser ce que j'ai pu réaliser et s'insérer dans la société, personne ne te regarde plus comme une personne qui n'est pas normale, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Or, moi, j'ai le devoir de rappeler à tout le monde, vous me voyez dans mes exploits, d'accord, mais voilà l'environnement que j'ai eu. Et il y a forcément d'autres Martin Camus qui souffrent, qui meurent, vous ne les voyez pas, vous n'ouvrez pas les yeux, n'attendez pas qu'ils soient Martin Camus, parce que tout le monde n'aura pas la force de se battre comme moi, et donc aidez-les maintenant. C'est pour ça que je publie ce livre, et c'est pour ça que j'attire l'attention de tous mes amis, pour leur dire non. Vous avez beau admirer Martin, dire que non, Martin, toi tu n'es même pas une personne à mobilité réduite, non, tu es normal, oui, d'accord, mais à l'âge de 2 ans, je ne marchais pas, à l'âge de 10 ans, je ne suis pas sûr que... C'était pas le Martin qu'on oui, mais je ne suis pas sûr que vous parlez d'autres Martins, on en a trouvé un autre. Et d'ailleurs, à l'occasion je l'ai dit, de la Journée internationale du travail, on a voulu ainsi voir un Martin, je te sors nom, Junior Tepé, qui évolue dans la restauration. Aveugle, il n'est pas né, il est devenu aveugle, mais qui a pu quand même, au moins, qui essaie de vivre de son art. Suivez ce premier reportage. Avoir ses doigts travailler avec précision, on ne peut s'imaginer que cet expert hôtelier a une déficience. Junior Tepé, aveugle et malgré son handicap, entrepreneur dans la restauration. La viande, ça cuit déjà la viande. Après, il faut essayer de nettoyer déjà la viande. Gando, est-ce qu'il a retrouvé le livre de l'homme, entraîneur de basketball, vainqueur du championnat régional du littoral.
et formateur des femmes et jeunes déficients visuels. La cécité, Junior doit y faire face en fin 2015. Les médecins lui diagnostiquent un glaucome en phase terminale. Je me rappelle encore de cette phrase où le médecin m'a dit « Junior, tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. Tu ne vois plus, tu ne pourras plus travailler. Il faut penser à autre chose. » J'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté et qu'il n'y a plus quelque chose qu'on puisse y faire, accorde-moi le privilège de ne jamais oublier ce que j'ai appris avant et donne-moi les capacités de maîtriser ce que j'aurai à faire plus tard, afin que je ne sois pas un fardeau, mais utilise-moi comme un être humain que tu mettras à la vue de tous les autres pour comprendre que c'est possible de traverser la cécité, de traverser le handicap et de rester optimiste. Donc c'est comme ça qu'en 3 heures de temps, j'ai traversé la cécité. Malgré les freins que peuvent imposer cette nouvelle état, il se décide d'affronter comme un guerrier la vie et son secret, sa mémoire. En 2015, on a travaillé avec plus d'une vingtaine de chefs de cuisine pour ce championnat des Jeux africains et tout. Et je devais le tester sur 3 mois. Et 6 jours après, il m'a dit « Junior, je t'embauche ». Il a dit de toute sa vie, il n'a jamais vu. Parce que les gens avaient peur, « Junior, tu vas entrer en laboratoire de cuisine, en laboratoire de pâtisserie, tu vas te couper, tu vas casser une assiette, tu vas te blesser. » Mais quand j'ai pris le couteau pour m'amuser à travailler, c'est les collègues qui venaient attraper ma main et me disaient « Attention, tu vas te couper ». Je dis « Non, les couteaux ne sont pas assez tranchants. » Parce que j'adore travailler avec des couteaux qui sont extrêmement tranchants. Autre challenge relevé, servir d'exemple aux autres déficients visuels. Ce jour au JICAM à Douala, il fait partie des conférenciers d'un séminaire de formation des aveugles sur les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux. Et j'ai été convié au JICAM aujourd'hui pour notamment parler sur les corps de métier, les différents corps de métier de l'hôtellerie qui sont accessibles aux personnes malvoyantes ou déficientes visuelles. Le restaurateur reconnaît tout de même que la cécité est une source de frustration et de douleur, mais il a décidé de ne jamais se laisser aller. Peut-être, mais au-delà le handicap, source de frustration, de douleur. Justement, quand on est un handicapé, d'où vient ce courage, cette force pour se dire, dans la configuration sociale, on sait que tout n'est pas fait systématiquement pour faciliter le fonctionnement. Je me souviens à l'époque ici, Martin, quand tu en parlais, tu disais nous sommes dans un immeuble de 10 étages, de 10 niveaux, mais il n'y a pas d'ascenseur ou alors d'espace romotrice, il n'y a pas de moyens, et même dans les bâtiments publics. Quand on est donc un handicapé, comment est-ce qu'on fait pour surmonter tout cela? Est-ce que le livre revient sur ce genre d'éléments-là, les combats, les moyens, et peut-être des limites de la structure même organisationnelle de la société? Oui, vous savez, Bob Marley disait on ne sait jamais jusqu'à quel niveau on est fort, jusqu'au jour où être fort devient la seule option. Absolument. En fait, lorsque vous vivez avec un handicap, être fort est la seule option. Vous n'avez pas d'autre option. Soit, et c'est pour ça que c'est sur 2 extrémités, soit vous mourrez, vous restez mendiant, vous restez éternellement assisté, soit vous grimpez et vous explosez tout. Et dans ce livre, j'essaye de raconter mon expérience. Et j'explique pourquoi c'était difficile pour moi, mais je ne voyais pas à ce moment que c'était difficile parce que j'avais envie de faire quelque chose. Je prends un exemple. J'étais à un immeuble, je travaillais à l'époque à Equinox, pour ne pas citer cette radio, il y avait 6 étages. Il fallait grimper l'immeuble où il n'y avait pas d'ascenseur. Tous les jours, je devais faire le journal des sports le matin. Je l'ai fait pendant 6 ans. Ça ne me posait pas a priori le problème, je ne voyais même pas la difficulté parce que j'avais envie de faire quelque chose. Et ça, cette envie, lorsque vous l'avez, est capable de vous transcender. Aujourd'hui, chaque fois que je vois cet immeuble, je me demande comment je faisais pour grimper. C'est donc, lorsque vous vivez avec un handicap, vous avez d'autres ressources que vous développez. Parce que dans le livre, j'essaye d'expliquer, par exemple, à l'école, Député, vous avez fait les lycées ici, les écoles au Cameroun, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien qui est prévu. Vous avez constaté que certains de vos camarades de classe qui vivaient avec le handicap
soit ne sortaient pas du tout à la récréation, soit étaient toujours sur place et parfois vous vous demandiez si eux, ils n'ont pas envie d'aller au petit coin et autres. Mais sauf qu'ils ont développé d'autres mécanismes de leur corps pour retenir des envies pressantes et de pouvoir les gérer autrement. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là, si vous ne le faites pas, vous êtes condamné à mourir. Parce que si vous devez aller aux toilettes toutes les 10 minutes ou toutes les heures, c'est mort pour vous, vous n'allez jamais aller à l'école parce que vous n'aurez jamais la force pour aller. Donc, vous êtes obligé de tenir. En fait, on développe des stratégies pour s'adapter, pour essayer de tenir. Et c'est ça que je refuse dans cette société. Je ne veux pas que la société impose aux gens de se débrouiller à tenir. Moi, j'ai supporté ça dans les écoles où les rampes n'étaient pas prévues, je grimpais des marches, parfois je me salissais. Je raconte ça dans le livre, mais tout le monde ne va pas avoir cette force. Beaucoup abandonnent en cours de route. Alors, je vous raconte l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée il y a 2 ans dans un restaurant ici à Douala. Elle me voit, j'étais venu manger, elle se lève, elle est toute contente, elle vient m'embrasser. Elle me dit, grâce à toi, mon enfant va à l'école. Je lui dis, comment grâce à moi? Elle me dit, mais en fait, mon fils vit avec un handicap. Il a abandonné l'école, il était en classe de première. Un soir, il est venu, il a dit à sa maman, maman, je ne peux plus partir. Sa maman lui dit, pourquoi tu peux partir? Il lui dit, on se moque beaucoup de moi à l'école et je n'arrive plus à supporter. Il est resté à la maison. Jusqu'au jour où, étant à la maison, il a vu un reportage qu'on passait sur moi, comment je suis allé à l'école, à l'université, je suis devenu journaliste et il a donc dit à sa maman, si lui il a pu, je vais tenter de le faire. En fait, c'est ça que je veux. Je voudrais que tous ceux qui vivent avec le handicap trouvent à travers les mots que j'ai couchés dans ce livre, l'oxygène pour pouvoir respirer fort et l'énergie pour pouvoir grimper les montagnes. Et moi, je leur dis, c'est trop facile peut-être pour moi aujourd'hui de leur dire, vous pouvez, mais je pense que à l'époque aussi, je pouvais réfléchir comme eux. J'avais un papa qui travaillait dans une forêt perdue de Lokbadjek, qui était un infirmier banal, et il n'a jamais occupé une fonction, je ne sais pas, haute fonction dans l'administration, rien du tout, mais qui avait la volonté de m'encadrer. Parce que la première bataille que je mène, c'est que les parents ne doivent pas se dire que lorsqu'on vit avec un handicap, tout est perdu. Tout est perdu. D'accord. Et donc c'est ça qui on ne le dit pas assez, et le livre vous le rappelle fort opportunément. Vous êtes le premier journaliste au-dessus du Sahara francophone à avoir commenté plusieurs télévisions de Coupe du Monde, 2010 et 2014. Vous êtes le premier noir à faire un plateau sur Canal+. Avant ça, beaucoup ignorent que de sport, voilà. Beaucoup ignorent que vous étiez à un séminaire assez important d'athlétisme à Dakar, au Sénégal. Vous avez touché grâce à STV. Vous avez touché un peu de tout. Bon, maintenant que vous êtes pratiquement au sommet, au-delà même du métier, je veux dire de la société, en tant qu'une personnalité désormais qui a un aura, qui peut se faire entendre, voire comprendre, et vous portez ce message-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne finalement pour nous autres, ou alors les décideurs qui sont à la manœuvre? Je veux d'abord que les décideurs se disent qu'il y a des lois qui ont été votées dans ce pays. Ce n'est pas suffisant, mais au moins respectons les lois qui ont été votées. Qui donne les permis de bâtir, qui aménage les routes, c'est l'État du Cameroun, c'est les mairies. Alors s'ils ne peuvent pas respecter déjà la loi, c'est qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Après, le respect de la loi, c'est de créer un environnement également qui permet... combien de personnes qui vivent avec le handicap bossent dans des entreprises? Alors qu'il y a une loi dans ce pays qui facilite leur insertion et organise l'exonération même fiscale de certaines entreprises qui ouvrent leurs portes à des personnes qui vivent avec le handicap. Beaucoup ne sont pas respectés. Moi, je reçois des dossiers des gens qui viennent me dire, Martin, non, ne nous recrute pas, je suis allé à un entretien, dès qu'on m'a vu avec les béquilles, on ne m'a plus jamais rappelé. Ça existe. C'est des considérations qui existent. Mais j'ai l'habitude de leur dire, moi aussi, j'ai marché avec des béquilles. Et si ces gens m'ont retenu, c'est parce qu'ils ont réalisé qu'en fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de me prendre. Battez-vous pour être les meilleurs. Mais je ne vais pas passer mon temps aussi à demander aux gens de se battre là où les lois existent. Il faut qu'on fasse un effort de respecter les lois, d'amener le législateur au moins à les toiletter, à les faire respecter. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de voir comment est-ce que je peux avoir des tribunes à l'Assemblée nationale, aux Nations Unies et un peu partout pour essayer d'interpeller tout le monde et de leur dire, vivre avec le handicap,
n'est pas une condamnation. C'est facile de le dire, mais il faut créer les conditions pour que tout le monde trouve le moyen de travailler sans aucun stress. J'arrivais ici tout à l'heure à STV parce que j'étais invité. Si je trouvais pas d'ascenseur, il fallait que je grimpe avec la transpiration et que je devais être désagréable à voir ici dans ce studio. Il faut qu'on pense à tout cela et c'est important. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Prenons le deuxième stop de l'émission, reparlons de quelque chose de plus institutionnel. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, dont certains membres ont créé, et dont le président, vous le savez, est le professeur James Mwangi Kobila, enseignant d'université, certains membres, parmi lesquels des journalistes, ou alors un journaliste, Denis Kobo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, cette commission où les membres ont prêté serment cette semaine à Yaoundé. Retour sur ce fait. La Cour suprême siège en chambre réunie. Une audience consacrée à la prestation de serment de 15 nouveaux membres de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. C'est l'acte qui marque leur entrée en fonction à la lumière de l'article 20 de la loi du 19 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Le président, le professeur James Mwangi Kobila, le vice-président Raphaël Ngalega et les 13 membres nommés le 21 février dernier par décret présidentiel prête serment. Les commissaires qui viennent de prêter serment ici à la Cour suprême du Cameroun sont prêts à remplir les missions qui leur ont été confiées conformément au texte fondateur de la Commission voté par l'Assemblée nationale en 2019 et conformément aussi au décret de nomination qui a été signé le 19 février par le chef de l'État. Donc nous sommes très prêts pour remplir notre mission avec impartialité, indépendance, probité aussi. C'est donc un grand jour pour la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Après sa création en 2019, l'organe qui remplace la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés connaît donc officiellement l'entrée en fonction de ses nouveaux responsables. Après cette prestation de serment, la CDHC pourra pleinement accomplir les missions qui lui sont dévouées. Parmi celles-ci, l'on note que la Commission fait désormais office de mécanisme national de prévention de la torture du Cameroun. La Commission des droits de l'homme du Cameroun est en outre attendue sur le terrain des campagnes de sensibilisation, l'information et de la communication pour le public. Elle devra également s'investir dans l'éducation et l'enseignement des droits de l'homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socio-professionnels au Cameroun. Le premier élément de cette feuille de route que je peux déjà annoncer, c'est la formation des membres. Ce sont des membres qui viennent d'horizons divers. Certains d'entre eux n'ont pas d'expérience spécifique en matière de droits de l'homme, comme le représentant de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Ils ont donc besoin d'une formation. À côté de ses responsabilités, la Commission peut bénéficier de la collaboration d'autres personnes dans le cadre de son fonctionnement. En effet, conformément aux dispositions de l'article 36, alinéa 1 de la loi du 19 juillet 2019, la Commission peut être saisie d'office. Elle est également saisie par toute personne physique ou morale au moyen d'une requête écrite ou verbale. Elle a dès lors l'obligation de protéger l'identité des personnes qui la sollicitent ou alors qui travaillent avec elle. Occasion certainement pour vous, Martin, et peut-être pour les plaidoyer des personnes à mobilité réduite, de contacter cette commission-là. Question des droits de l'homme. Oui, et il y a surtout une opération que je dois lancer incessamment, je suis obligé de la dévoiler, c'est Access Can. J'ai constaté après le CHAN, ou à l'occasion du CHAN, qu'il n'y avait pas beaucoup d'aménagements pour des personnes qui vivent avec le handicap. Et je pense qu'il est légitime de revendiquer d'abord, les accès, c'est-à-dire que ce soit amélioré en termes de mobilité et de circulation, et de deux, réclamer des places, parce qu'on condamne des gens qui ne peuvent pas se déplacer, donc qui n'ont pas de moyens, à ne pas regarder les matchs de foot alors qu'on vit une fête. Il faut qu'on intéresse toutes les couches de la société. J'ai donc envisagé de lancer une opération qu'on va appeler Access Can pour permettre à ces personnes, dans toutes les villes où se joue la CAN, de pouvoir se déplacer. D'abord, il doit avoir les moyens pour pouvoir les acheminer et des places aménagées pour qu'elles puissent s'asseoir. Donc oui, on peut contacter la Commission nationale des droits de l'homme, mais je suis toujours en train de me poser la question, pourquoi est-ce que dans ce pays, on doit toujours rappeler aux gens ce qu'ils doivent faire alors que c'est leur travail? Il faudrait que la Commission
ne soit pas une commission, parce que moi, c'est ça qui me pose un problème avec cet organisme qui existe depuis. Disons que ça a été reformulé à la faveur du... Oui, mais d'accord, mais sauf qu'on a toujours l'impression que c'est lorsqu'il y a une violation qu'elle agit. Alors qu'il faut agir en amont. C'est-à-dire, le citoyen même doit connaître ses droits. Combien de Camerounais savent quels sont leurs droits dans notre environnement? Et parfois, vous voyez des policiers, des avocats, des magistrats, il y a des abus, parce qu'au niveau des populations, il n'y a pas suffisamment d'informations. Quand il va falloir prendre des tranches dans les médias, ils vont se contenter peut-être de communiquer dans les médias publics, alors qu'en réalité, le premier outil que cette commission devait avoir, c'est l'outil de la sensibilisation à travers les médias de tous les... C'est-à-dire que de tout type de médias, quoi, pour permettre à tout le monde d'être au courant. Oui, on va pouvoir leur écrire, mais il faudrait quand même qu'ils s'intéressent à cette situation parce que c'est compliqué. Alors, dans le sens de la vulgarisation de votre ouvrage, j'ai pu noter que vous étiez à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ouais. Pour la dédicace. Oui. Il y en a qui sont prévus ici, des cérémonies, des soirées dédicaces. Oui, il y a, même en fait, c'est qu'on voulait faire vraiment une fête grandiose au Cameroun de dédicace. La seule chose qui nous retient en ce moment, c'est la situation de la pandémie, avec les restrictions que le Premier ministre a énoncées. On ne peut pas faire d'événements de plus de 50 personnes. Et vous savez, pour une dédicace, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui doivent venir. C'est pour ça qu'on a choisi une stratégie parallèle de faire d'abord des dédicaces éclatées, c'est-à-dire que de contacter des organismes, de leur apporter l'ouvrage, et puis maintenant, derrière, lorsque la situation va plus ou moins se normaliser, de faire une grande cérémonie où donc je vais exposer sur les tenants et les aboutissants du livre que j'ai écrit, parler de la situation des personnes qui vivent avec le handicap, de ma vie et de ce que je pense faire de ce combat. En attendant l'accès à ce livre? Oui, il est accessible sur les plateformes internationales de vente comme Amazon et autres. Il est disponible, mais également au Cameroun, il est disponible à la librairie des Peuples Noirs à Yaoundé. On est en train de le mettre à la FNAC, mais il est également disponible à RSI. Et il coûte que 10 000 francs CFA en physique, quoi. D'accord. Parlons du vaccin, vous le savez, c'est la saison ou alors période de pandémie et plusieurs vaccins sont déjà sur le marché, au moins sont proposés à travers le monde pour combattre la Covid-19. Et au Cameroun, la polémique est née tout récemment suite au décès de certaines personnalités après avoir pris ce vaccin. Mireille Siazé résume ce constat. C'est le 12 avril 2021 que le Cameroun introduit les vaccins anti-Covid-19 dans son programme élargi de vaccination. D'entrée de jeu, l'on a Sinopharm, dont la première dose est administrée au ministre de la Santé publique. Puis arrive le 17 avril AstraZeneca. Alors que le planning de vaccination se met en place, un cas d'effraie la chronique. C'est celui de Dame Béatrice Elhomme qui décède quelques jours après avoir pris sa première dose de vaccin. Voilà qui crée la polémique et dès lors, information et désinformation se mêlent les pédales. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous regrettons le décès de Dame Elhomme et le gouvernement a pris très tôt à bras le corps ce dossier. Et il y a le comité national d'experts MAPI qui est le collège des professeurs qui font des investigations sur ce cas, et ce collège va rendre très vite le résultat de ces investigations et je pense que tous les Camerounais attendent cette réponse. Je ne vais pas anticiper sur ce que le collège va déclarer officiellement. Je préfère laisser la possibilité, le temps à ce que le comité national d'experts MAPI puisse rendre sa copie s'agissant de ce dossier-là. En attendant que les copies soient rendues, l'administration sanitaire indique que depuis que les vaccins sont introduits au Cameroun, ceux-ci se révèlent être très sûrs. Jusqu'ici, c'est environ 5800 personnes qui sont déjà vaccinées dans le pays. À côté de cela, l'on enregistre tout de même 23 effets indésirables totalement mineurs, sans conséquences sur les personnes qui les ont contractés. L'on parle ici de maux de tête, éruptions cutanées et bien d'autres qui s'estompent rapidement. Ces vaccins sont efficaces et nous invitons les populations qui sont ciblées, notamment les personnels de santé et les agents de santé communautaire pour la première catégorie, les personnes présentant les facteurs de comorbidité. Quand on dit facteurs de comorbidité, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est les maladies respiratoires, c'est l'obésité
allez vous faire vacciner, protégez-vous contre la Covid-19. Vous avez en troisième position les personnes âgées de plus de 50 ans qui sont ciblées par la vaccination. Et en quatrième position, vous avez les personnels qui sont essentiels au fonctionnement critique de l'État, notamment les personnels de la sécurité. Vous avez également les enseignants. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 70% de couverture vaccinale selon la cible et l'ambition d'atteindre l'immunité collective. Il faut rappeler que la première campagne de vaccination s'est tenue du 26 au 30 avril 2021. La seconde sera lancée le plus tôt possible pour une période de 5 jours dans les 243 centres de vaccination que compte le pays, dont 45 dans la région du centre. Martin Kamum, puisque l'émission s'est également commenté l'actualité, évidemment, le Cameroun, comme la plupart des autres pays à travers le monde, le Cameroun fait face à la pandémie. Des initiatives publiques, donc gouvernementales et privées. Quand vous regardez la lutte contre la pandémie au Cameroun, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis, on tient bon. Il y avait un catastrophisme qui était annoncé ou entretenu, mais on tient bon. Le problème, mon problème avec la lutte contre la pandémie ici réside au niveau de la communication. Tout le monde va dire, ouais, mais Martin, peut-être parce que vous êtes dans la communication, vous voulez tout ramener à la communication. J'estime qu'on ne peut pas penser que le vaccin contre la Covid va être accepté comme cela, alors qu'il y a des vaccins vieux, comme celui de la poliomyélite et autres, qui font face à des résistances culturelles incroyables. Et je pense donc logiquement qu'on aurait dû faire une sorte de... Parce que vous donnez les types de vaccins, mais moi, je ne sais pas, quand j'arrive à l'hôpital, pourquoi est-ce que je dois prendre un type de vaccin? Et Sinopharm, ben voilà pourquoi. Le médecin va choisir pour moi. Il choisit sur la base de quoi? Tout cela, je pense que c'est encore un peu brouillon sur le plan de la communication. Mais la vérité, c'est que tout le monde a relâché. C'est-à-dire que sur les mesures barrières, tout le monde, y compris le gouvernement, heureusement le Premier ministre est revenu rappeler un certain nombre de choses, mais tout le monde a relâché. Personne n'était plus vigilant. Et je pense, de mon point de vue, qu'on avait mené un ensemble de choses qui étaient plutôt correctes, parce qu'il n'y a pas eu l'hécatombe envisagée, mais ça ne veut pas dire que les gens ne mourraient pas, parce qu'on calcule ceux qui sont allés à l'hôpital et dont le décès a été constaté à l'hôpital, mais il y a des gens qui meurent dans les villages, qui meurent dans des endroits où ils ne vont jamais à l'hôpital et donc ils ne sont pas comptabilisés. Ce que je dis, c'est qu'on doit communiquer mieux, on doit avoir une approche très didactique. Par exemple, j'ai vu le vaccin. Le problème n'est pas de voir le Premier ministre, le ministre de la Santé et autres en prendre. Ce n'est pas là la question. Encore que la polémique qui est née derrière, c'est que... C'était une mise en scène. Et je pense qu'il faudrait autre chose pour faire adhérer les Camerounais. Et pour le moment, Dieu merci, beaucoup de choses qui étaient prévues ne sont pas arrivées en termes d'hécatombe, mais on perd quand même des gens importants à un rythme aussi qui est très soutenu. Et moi, ma position est simple, il faut que tout le monde se vaccine. Parce que j'ai l'habitude de dire, lorsque je vais en pharmacie, on ne m'a jamais donné la composition des médicaments qu'on m'a prescrit. Je ne sais même pas. Je fais confiance au médecin qui me dit, va prendre tel médicament, tu vas guérir. Et si le même médecin me dit, il faut que tu te vaccines, mais je vais me vacciner parce que je fais confiance à mon médecin. Mais il y a beaucoup de mais là, vous commentez davantage, évidemment, le volet institutionnel, public, de lutte contre le corona au Cameroun. Mais vous savez que cette semaine, à travers l'opération Survie Cameroun, une opération lancée par... il dit le citoyen Maurice Kamto à l'époque, dès l'arrivée de la Covid au Cameroun. Cette semaine donc, il y a un ensemble d'éléments qui rebondissent au devant de l'actualité concernant l'audit de cette opération Survie Cameroun. Audit qui oppose frontalement, radicalement Maurice Kamto, qui était l'initiateur, et Christian Pindé-Kokar, qui lui en était le gestionnaire désigné. Vous avez un commentaire? Non, mon commentaire, c'est que je suis malheureux de constater qu'au Cameroun, il n'y a rien qui ne suscite pas la polémique et qui ne finit pas sans qu'il y ait des incidents. Comment on arrive à un incident dans le cadre d'une association où les gens se sont entendus pour faire un ensemble de choses et aider
les Camerounais. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais ça me ramène aussi à quelque chose que j'ai remarqué. On a un problème de process au Cameroun de façon globale. On n'aime pas les procédures, on n'aime pas les process. Il y a l'argent, ok, on va aller acheter les masques au marché, on les distribue. Personne ne fait attention en se disant, il me faut quand même une facture. Faites la remarque, demandez à votre employé ou à votre collaborateur d'aller vous acheter un stylo et vous lui dites, revenez avec la facture. Il a l'impression que le boss, il ne me fait pas confiance. Alors qu'en réalité, ce sont juste des procédures. Alors moi, je suis très malheureux. J'ai encore écouté Monsieur Christian Pedaye-Koka. J'étais davantage choqué et malheureux. On ne doit pas arriver à avoir autant de crises sur la place publique parce que ça ne rassure pas ceux qui observent la scène. Au sein du pouvoir, la polémique déclenche. On a mal géré, on a détourné les sacs de riz, on n'a pas bien géré les fonds Covid. Et après, au niveau de l'opposition, on retrouve les mêmes polémiques. Toujours des discussions autour de l'argent. En fait, M. Dipita, on est arrivé dans ce pays à une crise de confiance qui ne dit pas son nom. Personne ne fait confiance à l'autre, même votre épouse qui dort tous les jours à côté de vous. Quand il s'agit d'argent ou la gestion de la chose, personne, on ne se fait plus confiance, on se suspecte et ces suspicions, on les amplifie. Malheureusement, on oublie aujourd'hui qu'il y a des réseaux sociaux où tous ceux qui y sont n'ont pas forcément les outils et l'expertise pour comprendre ce qui se passe. Et lorsque ces polémiques arrivent sur les réseaux sociaux, ça explose et ça vire. Ça prend le virage le plus facile, qui est le virage du tribalisme, de la haine inutile. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai écouté M. Christian Pedaye-Koka. Ce que je n'ai pas compris dans son explication, c'est que je pense qu'il aurait dû dire clairement, comme il a dit, qu'il y a des fonds qu'il n'a pas gérés, il ne sait pas où ça se trouve, mais venir sur la place publique dire, voici ce que moi j'ai eu, voilà comment j'ai géré. Et à ce moment, on se serait dit, ce n'est juste pas une affaire de conflit de personnes, mais quand on l'a écouté, on a toujours eu l'impression que ce qu'il a géré et ce qu'il n'a pas géré, il y a toujours un mais de votre entendement, qu'est-ce qui pourrait être, je veux dire que jusqu'à présent, on avait pu observer la complicité entre ces deux personnalités, Maurice Kamto et Pedaye-Koka, d'ailleurs, ils s'appelaient par leur prénom, se disaient des frères, au-delà de ce qui les unissait. Et puis du jour au lendemain, au détour d'un audit commandé, c'est la cassure. Qu'est-ce qui peut en être fondamentalement? Moi, je ne sais pas si c'est la cassure. Je sais qu'il y a un problème où ils ne s'entendent pas sur la finalité de l'opération qui a été engagée. Je ne sais pas évidemment si c'est la cassure, même si je ressens une certaine gêne, oui, dans les propos hier même de Christian Pedaye-Koka, on a ressenti il était un peu gêné, il disait des choses, il n'a pas l'habitude de les dire. J'ai remarqué que pendant toute l'émission, il n'a jamais dit professeur Maurice Kamto ou président élu comme il avait l'habitude de le dire. Ça montre qu'il y a une cassure. Mais qu'est-ce qui peut expliquer? Je vous dis qu'on est dans un environnement où on suspecte tout. C'est-à-dire que M. Dipita, vous postez sur votre page Facebook « Joyeux anniversaire à mon frère Martin Camus », vous allez voir les commentaires en bas, les gens ils viennent vous dire « Ah non, mais celui-là, pourquoi tu lui dis joyeux anniversaire? En fait, c'est un voleur, c'est un bandit, il a arraché mon épouse, il cherche ma soeur, il cherche ma copine. » Mais qu'est-ce que ça va? On soupçonne tout. Et on commence tout de suite à vous dire « Ok, M. Dipita, quand vous marchez avec Camus, c'est sûr que vous êtes un tontinard, ou vous êtes un sardinard, ou c'est sûr que vous-même vous... » Non, mais c'est ça le problème. Et quand il y a une crise de confiance dans une société comme celle-ci, je faisais remarquer à l'époque aux gens, lorsque ça s'embrasait pour les élections présidentielles, je leur dis évitez de créer un environnement où on doit suspecter tout. Parce qu'après, il y aura le retour. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au sein du MRC. Ils ont le droit de faire leur collecte, mais la suspicion grandit parce qu'en fait, dans ce pays, désormais, on a instauré qu'on doit suspecter tout. Monsieur Manaouda prend une décision, ça veut dire que on analyse ce qu'on ne connaît pas. Le ministre tel a pris une décision. Et comme on analyse 100 éléments et que malheureusement, la presse aussi, on a la veille de la célébration d'une journée importante, la presse aussi n'aide pas à sortir de cet environnement de suspicion. Vous voyez les titres de journaux qui s'appuient sur rien en dehors de la suspicion. Et donc, c'est cet environnement de suspicion qui fait que même des gens qui s'aiment, qui s'apprécient, finissent par se dire « Attends, peut-être il est en train de me rouler ». Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient te rapporter, toujours quelqu'un qui vient sortir une histoire qui ne tient pas. En fait, le Cameroun est un pays où on suspecte tout et donc on ne se fait plus confiance.
Vous parlez à l'instant de la journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai, donc c'est demain, et j'en profite pour vous tirer quelques mots. Quand vous regardez l'environnement médiatique au Cameroun aujourd'hui, professionnel que vous êtes, qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que ça vous laisse en travers de la gorge? Le gouvernement se bombe le torse de 300 médias, 300 chaînes de télé, plusieurs dizaines, centaines de presse écrite, des radios pilules, le ton, on laisse parler les gens. Est-ce que véritablement la presse au Cameroun est dans un environnement propice à son épanouissement selon les canons du métier et dans un environnement loin de toute pression politique? Non. Pour faire simple, de liberté d'exercice. Non, député, monsieur député, il n'y a même pas de presse. Mais c'est pour ça que je vais expliquer. Il n'y a pas de presse au Cameroun. Pourquoi il n'y a pas de presse? Il y a des initiatives des gens qui ont pensé qu'ils peuvent créer un environnement médiatique, mais la presse est une force, c'est un pouvoir. Mais quel est le pouvoir que la presse a en dehors du pouvoir de suspicion et de commérage? On n'a plus de pouvoir. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de presse. Il y a des médias, mais la presse en tant qu'entité forte qui représente le 4e pouvoir n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus? Parce que aujourd'hui, les forces qui sont autour de nous, parce que j'entends des gens dire le gouvernement ne favorise pas, mais que ce soit le gouvernement, l'opposition ou même la société civile, chacun a créé un environnement de presse où il nourrit des monstres pour abattre d'autres personnes. Et donc ça fait que on est dans un capharnaüm où on parle tous de tout et de n'importe quoi. On a l'impression d'être dans un environnement où on parle plusieurs langues et on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. La presse, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous me dites, quand je dis que la presse n'existe pas, est-ce que vous pensez qu'il y a un syndicat de presse qui peut se lever dans ce pays et dire que demain, les employés de presse vont observer un mouvement de grève et ce mouvement de grève a les chances de réussir? En fait, parce que c'est juste que pour les organisations internationales et embellir le décor, on va dire il y a les syndicats, il y a des associations, mais dans les faits, ça n'existe pas. En perte et profit, ça n'existe pas. Les actions du SNDC. Non, pas en perte et profit. Ils peuvent se battre comme ils se battent, mais ils n'ont même pas les moyens de se battre. Parce que si le SNJC dit aux employés de RSI, demain, comme votre patron ne vous a pas payé, vous faites la grève, ils n'ont aucun pouvoir de coercition sur des employés. C'est ça que je veux ressortir. Moi, je suis un patron de presse aujourd'hui. Monsieur Dipita, j'ai fait une interview où j'ai dit « Je ne paye pas des salaires ». Monsieur Dipita, parce que les revenus de ma radio ne me permettent pas de payer des salaires. Ça me permet de dépanner des jeunes qui bossent avec moi. Payer les salaires, c'est une autre chose. Il n'y a pas de salaire dans la presse. Il faudrait qu'on arrive à payer de vrais salaires. Le jour où on va payer de vrais salaires, mais pour qu'on paye de vrais salaires, il faut que, 1, il existe une presse, de 2, que le gouvernement et les pouvoirs en place ou les législateurs arrivent à ménager l'environnement. La publicité aujourd'hui au Cameroun envers la presse est une forme d'aumône qu'on donne ou quand on veut à des perfusions comatiques, où on maintient des gens dans le coma. Il faut que ça s'arrête parce que les entreprises ne doivent pas donner l'impression qu'elles communiquent par pitié ou parce qu'elles veulent communiquer. Non, communiquer parce que dans leur budget d'entreprise, il n'y a pas une entreprise publique dans ce pays qui n'a pas un budget de communication. Dans son budget, les conseils d'administration arrivent, ils valident tous ces budgets. Où est passé le budget de la communication? Personne n'a jamais vu une entreprise communiquer. Vous voyez, dans d'autres pays, même l'armée communique. L'administration pénitentiaire communique. Chez nous, on nous donne l'impression qu'en fait, communiquer n'est pas une obligation. Mais non, c'est une obligation. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des moyens pour ça. Et il faudrait donc qu'il y ait une presse responsable. Pourquoi aujourd'hui on continue à vivre sous le régime de la tolérance administrative et vous pensez que c'est de la liberté? Non. On tient les journaux en laisse? Oui, non. Non seulement on les tient en laisse, mais en réalité, c'est pour leur montrer qu'il n'y a pas un fonctionnement structuré. La preuve, on vous dit l'aide à la presse, et l'aide à la presse se résume à des journaux, à des organes qui paraissent de façon périodique ou qui n'existent presque jamais. Et ça se limite à la presse privée, à la presse écrite privée. Pourquoi? Mais il faudrait qu'on arrive à organiser, mais personne n'a intérêt
à ce que ce soit organisé, ni quelques patrons de médias, je suis patron de médias, qui ont intérêt à ce qu'il y ait ce désordre et qui peuvent aller à l'arrière-boutique récupérer ce qu'ils récupèrent. Ils bâtissent leur duplex, ils vont dans des vacances avec leurs copines et leurs enfants, ni les hommes, les travailleurs des médias. Non. Oui, mais je vous dis, les travailleurs des médias, mais vous connaissez, eux, ils préfèrent, il y en a qui préfèrent, vous connaissez des travailleurs de médias qui se sont enrichis simplement sur la base, pas du salaire. Mais regardez comment ils roulent carrosse. Donc, ils préfèrent que ce désordre-là reste tel quel. Alors, les acteurs qui sont dans l'écosystème des médias veulent, pour la plupart, ils ne veulent pas que ça change. Tous veulent que ça reste comme ça. Je dis tous les acteurs sont compliqués, y compris les entreprises. Alors là, c'est la meilleure. C'est des entreprises. On vous appelle, Monsieur Dipita, oui, on va vous donner de la publicité. Monsieur Dipita, le seul fait de dire qu'on va vous donner de la publicité montre déjà qu'en réalité, ils communiquent par pitié. Ils ne donnent pas, ils payent leur publicité. Mais ici, c'est une faveur de payer une publicité dans un média. On l'accepte et certains collègues même qui ont d'autres médias se battent pour qu'on ne donne pas ou qu'on ne paye pas la publicité chez d'autres médias. Pourquoi vous voulez que je dise qu'il y a une presse? La presse n'existe pas. Je l'ai dit à l'entrée, vous êtes également un acteur de premier rang sur les réseaux sociaux. On vous appelle les influenceurs. De par votre implication dans le débat public, vous vous exprimez beaucoup sur votre page Facebook. Ça ne me fait pas que des amis. Hein. Bah, j'imagine bien. Ouais. D'ailleurs, justement, je veux dire, vous avez anticipé peut-être sur la réponse. Quand vous regardez justement cette autre forme de médias, ce sont de nouveaux médias, comme on les appelle. Je veux dire, en concurrence avec les médias traditionnels, au Cameroun aujourd'hui, quel est l'apport, quel est l'impact, quels sont les enjeux à côté des réseaux sociaux? Les enjeux, c'est que les médias doivent se renouveler. La plupart des médias sont restés au même niveau que les réseaux sociaux. Monsieur Dipita, lorsque un mec a passé une journée à regarder une information, je dis n'importe quoi, des populations qu'on a déguerpies à Akwa, sur les réseaux sociaux, les photos ont circulé. En réalité, lorsque cette personne arrive le soir, elle attend un approfondissement de cette information, un traitement différent. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des médias restent au niveau des réseaux sociaux. Parfois même, pour la plupart, ils ne vont pas sur le terrain, ils récupèrent quelques images sur les réseaux sociaux, ils ne se renouvellent pas. Le lendemain, la presse écrite qui doit paraître vous dit exactement la même chose que vous avez lu sur les réseaux sociaux. À quel moment on pense qu'on est différent? C'est-à-dire que ce journalisme citoyen, si je dois l'appeler comme ça, a fini par faire croire aux gens que c'est comme ça que la presse doit. Parce que des gens me disent, oui, mais Martin, sur ta page, nous, on n'a pas eu les informations de sport. Je leur dis, mais allez, écoutez, RSI, pourquoi vous voulez que je vienne sur un réseau social faire le boulot alors que j'ai un média où je paye des gens, où moi-même je m'investis? Mais allez l'écouter. Ils ont perdu ce réflexe et ils ont l'impression que tout le monde doit se limiter à ce niveau. C'est pour ça que les médias doivent absolument se renouveler. Et se renouveler dans le contexte camerounais suppose que l'environnement se renouvelle également. J'ai parlé de cet environnement tout à l'heure. On ne peut pas demander, il faut qu'il soit plus créatif et qu'il soit plus imaginatif, mais ça, c'est pas la chose la plus facile parce que beaucoup de gens sont dans les médias sans expertise, sans expérience, sans compétence, juste parce qu'ils doivent avoir un boulot et à la fin, on a l'impression que c'est trop facile. Le métier le plus facile aujourd'hui au Cameroun, c'est le métier de journaliste. C'est-à-dire que tu as eu le bac A4, tu es allé à l'université, tu te retrouves à la maison, tu n'as rien à faire, tu as ton cousin, tu commences à écrire des rédactions que tu appelles articles, tu commences à diffuser et donc du coup, tu deviens journaliste au quartier. Tu arrives parfois, moi je suis arrivé à certains endroits, on dit, Martin, il y a même ton collègue, ton confrère ici, tu vois un mec sortir, tu ne l'as jamais vu, tu dis, ah, j'écris dans Épervier de la nuit perdu. Donc, vous voyez, tout ça là, on arrive à banaliser en fait, tous les politiques ont intérêt à banaliser le travail de... Et quand je dis les politiques, je dis tous les politiques, à banaliser le travail de la presse, à montrer que la presse n'est pas crédible, pour que tout ce que la presse peut faire comme travail ne puisse pas être pris au sérieux. D'accord. Parlons tout à fait d'autre chose, davantage pour revenir sur cette actualité. Vous le savez, Idriss Déby Itno n'est plus le président du Tchad. Ça n'est allé à la suite, dit-on, de façon officielle, d'une attaque, du moins au front, contre les rebelles de son pays. Cela dit, nous sommes interrogés, du moins à la rédaction de STV, sur l'impact économique de ces événements qui se déroulent du côté de N'Djamena. Reportage. Fermeture des frontières terrestres et aériennes,
Voilà l'une des premières mesures prises par le Conseil national de transition pour sécuriser le Tchad après le décès du président Idriss Déby. Une mesure qui influence négativement les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad. La preuve, de nombreux convoyeurs qui empruntent ordinairement le corridor Douala-N'Djamena afin d'acheminer vivres et autres produits dans la capitale tchadienne et réciproquement sont bloqués à la frontière. Plus précisément au niveau du pont de Ngeli qui relie N'Djamena, la capitale du Tchad à Kosseri, ville de l'extrême nord du Cameroun, empruntée au quotidien par des centaines de populations des deux pays, désireuses de se livrer au commerce ou d'acheter des produits qu'elles ne trouvent pas chez elles. Cependant, pour l'économiste Bernard Wandi, l'impact économique de la disparition du maréchal tchadien dans la sous-région ne saurait aller au-delà. Toutefois, il regrette la mise sur pied d'un projet structurant comme le chemin de fer de son vivant. Ça fait 30 ans ou 40 ans que l'on parle de faire un chemin de fer qui arrive à N'Djamena. Ça fait 40 ans. Et jusqu'aujourd'hui, le chemin de fer du Nord s'arrête à Gaoundéré. Donc si le président Idriss Déby a fait 30 ans sans résoudre le problème, peut-être qu'il fait partie du problème, parce que lui, il est du Nord-Est. Et il privilégie, n'est-ce pas, des échanges de flux de personnes et de marchandises à l'Est avec le Soudan et au Nord à travers la Libye. Parce que lui, il est du Nord-Est, donc c'est légitime. Et pendant ce temps, donc, n'est-ce pas, les gens du Sud-Tchad, ce qu'on appelle le Tchad utile, parce que c'est là qu'il y a l'agriculture, la production de coton et la production pétrolière maintenant, se plaignent qu'il n'y a pas d'infrastructure pour les désenclaver. En interne, bien que le Tchad soit enfin parvenu à négocier sa dette colossale auprès de Glencore, société anglo-suisse de négoce en matières premières, il n'en demeure pas moins que privé de sa principale source de revenus, le décès d'Idriss Déby complique davantage la situation économique du peuple tchadien, car cette disparition annonce les couleurs d'un avenir drastique sur le plan économique. Quand Idriss Déby avait emprunté 2 milliards d'euros pour acheter les quotas d'un partenaire dans la construction pétrolière. Et le jour où il rachetait ces quotas, le pétrole était à $140 en juin 2014. Et 6 mois plus tard, le pétrole avait chuté à $32, comme vous savez. C'est ce qui fait donc que le Tchad a eu beaucoup de difficultés financières à cause, n'est-ce pas, de cette affaire Glencore. Donc j'espère que le nouveau président va véritablement se mettre en harmonie avec les partenaires Glencore pour que le Tchad puisse s'en sortir de cette affaire malheureuse. Il faut rappeler que le Tchad est l'un des pays les plus pauvres au monde. Là, on n'a pas parlé sport, pourtant vous êtes un chroniqueur. Ouais, je profite de l'occasion qui c'est peut-être avec nous pour avoir votre regard sur le CHAN qui s'est passé ici au Cameroun, 16 janvier, 7 février 2021, et surtout une projection sur la CAN. Aussi bien sur le plan sportif, on sait que l'équipe nationale, évidemment, qui accueille, aimerait bien garder le trophée, mais aussi sur le plan organisationnel, infrastructure et tout ce qui va avec l'organisation d'un tel événement. Non, mais je pense que le CHAN était un authentique succès. Et je crois qu'on a juste été sauvé aussi par le fait qu'il y avait le coronavirus. Le taux de remplissage de stade n'était pas obligatoire. Il était réduit 25-50%. Et donc, on n'a pas eu le temps de voir si on avait des capacités de mobilisation et autres. Mais pour la ferveur que cette compétition a provoqué, moi, je dis, j'ai rarement vu une compétition, même au niveau CAN, susciter une telle ferveur. C'était bien fait. Après, sur le plan administratif, il y avait 2 ou 3 réglages à faire, notamment sur la vente des billets, sur la finition dans les stades, parce que les stades aussi étaient en train d'être achevés, ils n'étaient pas totalement achevés, mais sur le plan de l'impact à l'étranger et tout le reste, moi je dis, c'était une compétition mémorable et vraiment il y a rien à dire, et que surtout on arrive à jouer cette compétition dans le sud-ouest, à Douala, sans aucun incident majeur. Moi je dis que c'était bien. Après, pour l'équipe du Cameroun, c'est le même problème de toujours l'improvisation, la mauvaise organisation. Personne ne peut jamais comprendre pourquoi est-ce qu'on a remplacé un entraîneur qui avait passé 1 an et demi ou 2. Bon, on a décidé, on est venu avec d'autres, il devait forcément bricoler et le résultat n'était pas évident. Un championnat qui ne se joue pas en plus, ça devait être compliqué. Mais maintenant, pour la CAN,
Là encore, c'est compliqué. Le contrat de l'entraîneur, personne n'en parle et pourtant il finit dans quelques mois. Personne ne sait, est-ce qu'il va être reconduit, est-ce qu'il va être prolongé, ne serait-ce que pour le temps de la CAN. On ne dit rien. On noter d'autant plus qu'il y a des rumeurs qui ont laissé croire que Claude Leroy viendrait au Cameroun après son départ du Togo. Oui, vous qui êtes introduit. Oui, mais Claude Leroy, lui, il a toujours dit qu'il veut terminer sa carrière. Je crois qu'il fait des appels de pied tout le temps. Il veut terminer sa carrière au Cameroun. Et lui, il voit bien une CAN jouer au Cameroun avec Claude Leroy, qui a été peut-être le premier, c'est-à-dire que le premier entraîneur à lier un certain nombre d'exploits avec le Cameroun. Mais moi, je dis, nous, on fait tout, on prépare tout, mais on ne prépare rien. Vous ne pouvez pas m'expliquer que le stade Olembe, la première pierre, c'était en 2009. Et qu'en 2021, on soit toujours en train de dire ça va finir, on est à 70%, on est à 80%, je trouve que c'est un problème. Et l'équipe, là, je dis, le contrat de l'entraîneur, il doit finir. Personne ne dit rien, alors qu'on doit anticiper. Moi, je pense qu'il est logique qu'on dise, OK, on va faire on va ajouter quelques lignes au contrat pour dire, au moins il va jusqu'à la CAN, pour qu'il travaille sereinement. Mais pourquoi un entraîneur qui ne sait pas s'il sera reconduit en juin doit travailler maintenant pour que vous vous qualifiez à une CAN qu'il n'est pas sûr de diriger. C'est tout ça qui crée ce désordre. Et autre chose, je pense qu'on peut s'organiser mieux en termes de préparation de cette compétition. Il faudrait qu'on arrête de penser dans ce pays que lorsqu'on est fonctionnaire, lorsqu'on détient un pouvoir de nomination dans un ministère, on a forcément la science infuse. Non, il y a des experts, il y a des gens qui connaissent cette compétition, on peut les contacter, on peut les associer. J'ai vu qu'il y a on a une large ouverture sur les commissions de composition de COCAN, mais le problème n'est pas de garnir les listes de noms, le problème est de donner le pouvoir à ces gens de travailler. C'est de ça qu'il est question. Oui, absolument. Un mot sur la CAF, avec les récents changements, nouveau président, Motsepe, le Sud-Africain, ce conflit avec la FIFA, qui ne dit pas toujours son nom. Ah non, mais moi je constate juste que nous, les Africains, on adore être dirigés par les autres. Lorsqu'on nous dit marcher, on marche. Mais lorsque un autre Africain va appeler un pour lui dire viens, on s'assoit, on réfléchit, il va te dire va te faire foutre. Et là, Infantino a bien compris ça. Il est venu leur dire bon, arrangez-vous, voici le président, toi tu es vice-président, toi tu rentres à la maison. Et c'est bien comme ça. Et la FIFA a ouvert. Ça, c'est une chronique. Oui, la FIFA a ouvert une école et donc. Les idées clos. Oui, la vie continue. La vie continue. On aurait pu parler de la FECAFOOT et de la LFC également. Mais dommage. On nous rappelle que... Un homme quand même aussi. Hein. Non, mais le championnat a repris. Dommage qu'on soit toujours de conflit en conflit. On n'en a pas besoin. On a déjà dépensé 1 milliard pour les procès au TAS, alors que les footballeurs, on a coupé leur salaire en 2. On dit que maintenant le SMIC, c'est 36 000. Mais franchement, il faudrait qu'on se dise que si on aime le foot, on joue au foot. Martin Kamumim, Debout, l'histoire vraie d'un miraculé. C'est aux éditions CAD Publishing. Tenu par une Camerounaise en Irlande. Ah d'accord, c'est bien de faire la proposition. Je crois que c'était le prétexte d'ailleurs de votre passage ici cette semaine, ce dimanche. Merci infiniment. Merci. D'être venu. Vous me disiez tout à l'heure que dimanche, vous sortez seulement si c'est important. Oui, mais c'est visiblement très important. Bon dimanche à vous et bonne suite de... Merci et bon dimanche. Et à vous à la maison. Demain c'est lundi. D'avance, une excellente semaine. Bonsoir.